Chapitre 13. Nous embauchons un nouveau guide. Quelques heures plus tard, mon radeau a échoué devant la colonie des Sans-Mêlés. Comment j'étais arrivée là, je serais bien incapable de le dire. À un moment donné, l'eau douce était devenue de l'eau de mer. La côte familière de Long Island s'était dessinée devant moi. Deux grands requins blancs avaient fait surface et m'avaient escorté avec bienveillance jusqu'à la plage. À mon arrivée, la colonie m'avait paru déserte. C'était la fin de l'après-midi. Pourtant, l'arène de tir à l'arc était vide. Le mur d'escalade déversé de la lave et bouillonnait tout seul. Pavillon réfectoire, personne. Bungalow, tous vides. J'ai alors remarqué de la fumée qui montait de l'amphithéâtre. Il était trop tôt pour un feu de camp, et il y avait peu de chances qu'ils soient en train de faire crier des marshmallows. Je m'y suis précipitée en courant. Avant de l'atteindre, j'ai entendu la voix de Chiron qui faisait une annonce. Quand j'ai compris ce qu'il disait, j'ai pilé net. « Considérez qu'il est mort, disait Chiron. Après un long silence, il n'est pas probable que nos prières soient exaucées. J'ai demandé à sa meilleure amie de lui rendre les derniers honneurs. Je suis entrée par l'arrière de l'amphithéâtre et personne ne m'a remarqué. Tous regardaient devant eux. Annabeth s'est approchée des flammes, portant une longue pièce de soie verte brodée d'un trident qu'elle a déposée sur le feu. Il brûlait mon linceul. Annabeth s'est tournée vers le public. Elle avait une mine épouvantable. Elle avait les yeux gonflés à force d'avoir pleuré, mais elle est parvenue à dire « C'était sans doute l'ami le plus courageux que j'ai jamais eu. Il... » C'est alors qu'elle m'a vue. Elle est devenue toute rouge. « Il est là !» a-t-elle crié. Des têtes se sont tournées. Des exclamations de surprise ont fusé. « Percy !» m'a lancé Buggendorf avec un grand sourire. Plusieurs autres jeunes m'ont entouré et tapé dans le dos. J'ai entendu quelques jurons en provenance des Harès, mais Clarisse s'est contentée de rouler des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'ai eu le culot d'être encore en vie. Chiron est arrivé au galop, et tout le monde s'est écarté pour lui faire place. « Eh bien, a-t-il déclaré avec un soulagement manifeste, je crois que j'ai rarement été aussi heureux de voir un pensionnaire rentrer. Mais tu dois me dire, où étais-tu » a crié Annabeth en se frayant un chemin entre les autres pensionnaires. J'ai bien cru qu'elle allait me donner un coup de poing, mais elle m'a serré dans ses bras, si fort qu'elle m'a presque cassé les côtes. Tout le monde s'est tu. Annabeth a semblé se rendre compte qu'elle se donnait en spectacle, et elle m'a repoussée. On a cru que tu étais mort, cervelle d'algue. Je suis désolée, ai-je répondu. Je me suis perdue. Perdue, a-t-elle hurlé. Pendant 15 jours. Percy, où étais-tu pas? Annabeth, est intervenue Chiron. Peut-être devrions-nous discuter de cette question en plus petit comité. Tu ne crois pas? Les autres, retournez à vos activités habituelles. Et sans nous laisser le temps de protester, Chiron nous a hissés aussi facilement que si on était des chatons, Annabeth et moi, et il nous a balancés sur son dos. Puis, il est parti au galop vers la grande maison. Je ne leur ai pas raconté toute l'histoire. Je n'ai pas pu me résoudre à leur parler de Calypso. Je leur ai expliqué comment j'avais provoqué l'explosion du mont Sainte-Hélène, qui m'avait projeté hors du volcan. Je leur ai dit que j'avais échoué sur une île déserte, puis qu'Héphaïstos m'avait trouvé et m'avait dit que je pouvais partir, qu'un radeau magique m'avait alors ramené à la colonie. Tout cela avait beau être vrai, j'avais les paumes moites en le racontant. Tu as disparu pendant 15 jours, a dit Annabeth d'une voix raffermie, même si son visage trahissait encore son trouble. Quand j'ai entendu l'explosion, j'ai cru que... Je sais, je suis désolée, mais j'ai trouvé le moyen de nous repérer dans le labyrinthe. J'ai parlé à Héphaïstos. Il t'a donné la réponse. En gros, il m'a dit que je la connaissais déjà. Et c'est vrai, maintenant, je comprends. Là-dessus, je leur ai fait part de mon idée. Il y a des précédents, vous savez. Thésée s'est fait aider par Ariane. Harriet Tubman, la fille d'Hermès, a fait appel à de nombreux mortels pour son chemin de fer souterrain, pour cette même raison. Mais c'est ma quête, a objecté Annabeth. C'est à moi de la diriger. Chiron a paru mal à l'aise. C'est ta quête, ma chère Annabeth, a-t-il dit, mais tu as besoin d'aide. Et ça nous aiderait. Allons donc, ce serait pas bien, ce serait de la lâcheté, ce serait...
difficile de reconnaître qu'on a besoin de l'aide d'un mortel, ai-je glissé en lui coupant la parole. Mais c'est un fait. Annabeth m'a fusillé du regard. T'es vraiment la personne la plus énervante que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Sur ces mots, elle est sortie en trombe, me laissant en pantois, les yeux rivés sur le pas de la porte. J'avais envie de taper sur quelque chose. Heureusement que je suis l'ami le plus courageux qu'elle ait eu de sa vie. Elle va se calmer, ma première chiron. Elle est jalouse, mon garçon. C'est idiot. Elle n'est pas... C'est pas... Chiron a émis un petit gloussement. Tout ça, ce n'est pas bien grave, Percy. Annabeth est très possessive envers ses amis, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Elle était très inquiète à ton sujet, et maintenant que tu es rentré, je crois qu'elle se fait une petite idée de l'endroit où tu as échoué. J'ai croisé le regard de Chiron et compris qu'il avait deviné pour Calypso. Difficile de cacher quelque chose à un gars qui forme des héros depuis 3 millénaires. Il a tout vu. Nous n'allons pas nous appesantir sur tes joies, a-t-il repris. Tu es revenu, et c'est ça qui compte. Va expliquer ça à Annabeth. Chiron a souri. Demain matin, Argos vous conduira tous les deux à Manhattan. Ce serait bien que tu passes chez ta mère, Percy. Elle est bouleversée, et ça se comprend. Ma gorge s'est serrée. Pendant tout ce temps passé sur l'île de Calypso, je ne m'étais pas demandé une seule fois ce que maman pouvait ressentir. Elle devait croire que j'étais mort, devait avoir le cœur brisé. Mais comment n'y avais-je pas pensé? Qu'est-ce qui clochait chez moi? Chiron, à ton avis, ai-je demandé. Grover et Tyson, tu crois que... Je ne sais pas, mon garçon. Chiron a tourné les yeux vers la cheminée vide. Genièvre est en pleine détresse. Toutes ses feuilles jaunissent. Le conseil des sabots fendus a révoqué le permis de chercheur de Grover par contumace. En supposant qu'il revienne vivant, ils le condamneront à un exil dégradant. Chiron a soupiré. Mais Grover et Tyson ne manquent pas de ressources. Il y a encore de l'espoir. Je n'aurais pas dû les laisser partir. Grover a son destin qui lui appartient. Quant à Tyson, il a fait preuve de courage en l'accompagnant. Tu ne crois pas que tu le saurais si Grover était en danger de mort? Sans doute, à cause de notre lien d'empathie. Mais j'ai autre chose à te dire, Percy. De mauvaises nouvelles, en fait. Super. Chris Rodriguez, que nous avons recueilli. J'ai repensé à ce que j'avais vu dans les sous-sols, à Clarisse, essayant de le raisonner, alors qu'il divaguait sur le labyrinthe. Il est mort. Pas encore, a répondu Chiron d'une voix grave, mais son état a empiré. Il est à l'infirmerie maintenant, car il est trop faible pour bouger. J'ai dû ordonner à Clarisse de reprendre ses activités habituelles. Elle ne quittait pas son chevet. Chris ne réagit à rien. Il refuse de boire et de manger. Aucun de mes remèdes n'a d'effet sur lui. Il a tout simplement perdu le désir de vivre. J'ai frissonné. Malgré mes nombreuses engueulades avec Clarisse, ça me faisait de la peine pour elle. Tout ce mal qu'elle s'était donné pour l'aider. Et maintenant que j'étais allée dans le labyrinthe, je comprenais bien comment le fantôme de Minos avait pu réduire Chris à la folie. Moi-même, si j'avais erré seule dans ces tunnels souterrains, sans l'aide de mes amis, je n'en serais pas ressortie. À mon grand regret, a poursuivi Chiron, la deuxième nouvelle est encore plus mauvaise. Quintus a disparu. Disparu? Comment ça? Il y a 3 nuits de cela, il est parti par le labyrinthe. Genièvre l'a vu y entrer. Apparemment, tu avais deviné juste à son sujet. C'est un espion à la solde de Luc. J'ai parlé à Chiron du ranch Triple G, en lui expliquant que c'était là que Quintus avait acheté ses scorpions et que Gérion était le fournisseur de l'armée de Chronos. Ça ne peut pas être une coïncidence, ai-je conclu. Chiron a poussé un soupir. Tant de trahison. J'avais espéré que Quintus s'avérerait être un ami. J'ai fait une erreur de jugement, semble-t-il. Et Kitty O'Leary? Elle est toujours dans l'arène. Elle ne laisse personne l'approcher. Je n'ai pas eu le cœur de l'enfermer dans une cage, ni de mettre fin à ses jours. Quintus ne l'aurait pas abandonné comme ça. Comme je te le disais, Percy, on s'est trompé à son sujet. Maintenant, tu devrais aller te préparer pour ton départ demain matin. Il vous reste beaucoup à faire, à
c'est toi. J'ai laissé Chiron dans son fauteuil roulant, à regarder tristement l'âtre vide. Je me suis demandé combien de fois il avait attendu là, devant cette cheminée, des héros qui n'étaient jamais revenus. Avant le dîner, je suis passée à l'arène de combat. Effectivement, Kitty O'Leary était là. Énorme montagne de poils noirs roulés en boule au milieu de la piste. Elle rongeait la tête d'un mannequin en paille, son grand entrain. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée. Elle a accouru vers moi en aboyant. J'ai cru que ma dernière heure était venue. J'ai eu à peine le temps de dire « Oh là !» qu'elle se jetait sur moi, me renversait et se mettait à me lécher la figure à grands coups de langue. D'habitude, étant le fils de Poséidon, je me fais mouiller que si je ne l'accepte. Mais apparemment, mes pouvoirs ne s'étendaient pas à la bave de chien, vu que je me suis retrouvée trempée. « Hé !» ai-je hurlé. « Je peux plus respirer. Laisse-moi me relever. » J'ai fini par me dégager. J'ai gratté les oreilles de Kitty et je lui ai dégoté un biscuit pour chien géant. « Où est ton maître ?» lui ai-je demandé. « Comment a-t-il pu te laisser, hein ?» Elle a gémi, l'air de dire qu'elle aimerait bien le savoir aussi. Je voulais bien croire que Quintus était un ennemi, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il n'avait pas pris Kitty O'Leary avec lui. Si j'avais une certitude, c'était qu'il aimait vraiment sa méga chienne. Je réfléchissais à tout cela en m'essuyant le visage, quand une voix de fille m'a dit « T'as de la chance qu'elle t'ait pas décapité. » Clarisse se tenait à l'autre bout de l'arène, avec son épée et son bouclier. « Je suis venue m'entraîner hier, a-t-elle bougonné. Ce fichu Klebs a essayé de me bouffer. C'est une chienne intelligente. Trop drôle, Percy. » Clarisse s'est approchée. Kitty O'Leary a grondé, mais je lui ai tapoté la tête et elle s'est calmée. « Stupide chienne des enfers, » a dit Clarisse. « C'est pas elle qui va m'empêcher de m'entraîner. » J'ai appris pour Chris, ai-je dit. Je suis désolée. Clarisse a commencé à faire le tour de l'arène. Elle est arrivée devant un mannequin de combat. Elle l'a attaqué, férocement, lui tranchant la tête d'un seul coup d'épée, avant de l'éventrer. Elle a retiré sa lame du corps de paille et poursuivi son chemin. « Bah ouais, des fois ça se passe mal », a-t-elle dit d'une voix qui tremblait. « Il y a des héros qui sont blessés. Ils meurent, tandis que les monstres reviennent tout le temps. » Elle a attrapé un javelot et l'a lancé en travers de l'arène, visant un mannequin. Il s'est figé pile entre les deux ouvertures pour les yeux sur son casque. Elle avait qualifié Chris de héros, comme s'il n'était jamais passé du côté des titans. Ça m'a rappelé la façon dont Annabeth parlait parfois de Luc. J'ai décidé de laisser glisser. Chris était courageux, ai-je dit. J'espère qu'il va se rétablir. Elle m'a fusillé du regard, comme si j'étais sa prochaine cible. Kitty O'Leary a grondé. « Rends-moi service, Percy, » m'a dit Clarisse. « Pas de problème. Si tu trouves Dédale, lui fais pas confiance. Lui demande pas de t'aider. Tue-le direct. » Clarisse, parce que pour inventer un truc aussi vicieux que ce labyrinthe, Percy, faut être maléfique. Vraiment maléfique. Un bref instant, elle m'a fait penser au vacher Eurytion, son demi-frère beaucoup plus âgé. Elle avait la même dureté dans le regard, comme si on se servait d'elle depuis 2000 ans et qu'elle commence à en avoir marre. Elle a rengainé son épée. « Fin de l'entraînement », a-t-elle dit. « À partir de maintenant, c'est pour de vrai. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon bungalow et pour la première fois depuis l'île de Calypso, les rêves m'ont trouvé dans mon sommeil. J'étais dans une salle d'audience royale, une grande salle blanche aux piliers de marbre. Assis sur un trône en bois, il y avait un type assez corpulent qui portait une couronne de laurier sur ses cheveux roux et bouclés. À ses côtés se tenaient 3 jeunes filles qui avaient un air de famille très marqué, toutes les 3 rousses. Elles étaient vêtues de tuniques bleues. La porte s'est ouverte en grinçant et un héros a annoncé « Minos, roi de Crète ». Je me suis crispée, mais l'homme qui était sur le trône a souri à ses filles en leur disant « J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire ». Minos, la crapule royale en personne, est entré d'un pas altier dans la salle. Il était
était si grand et si grave que, par comparaison, l'autre monarque avait l'air idiot. La barbe pointue de Minos avait blanchi. Il m'a paru plus maigre que la dernière fois que j'avais rêvé de lui, et ses sandales étaient couvertes de boue. Mais la même étincelle de cruauté brillait dans son regard. Il s'est incliné avec raideur devant l'homme qui occupait le trône. Majesté Kokkalos, d'après ce que j'ai compris, tu as résolu ma petite énigme. Kokkalos a souri. Petite n'est pas le mot qui convient, Minos. Surtout quand tu fais dire dans le monde entier que tu es disposé à donner 1000 talents d'or à qui saura la résoudre. Ton œuvre est-elle sincère? Minos a tapé dans ses mains. Deux gardes rappelés sont entrés, emportant avec effort une grande caisse en bois. Ils l'ont déposée au pied de Kokkalos et l'ont ouverte. Des lingots d'or brillaient à l'intérieur. Il y en avait pour des millions. Kokkalos a émis un sifflement admiratif. Tu as dû piller les réserves de ton royaume pour rassembler une telle récompense, mon ami. Ce n'est pas ton problème. Kokkalos a haussé les épaules. L'énigme était assez facile en fait, a-t-il ajouté. Un de mes serviteurs l'a résolu. Père l'a mise en garde une de ses filles, sans doute l'aînée, car elle était un peu plus grande que ses deux sœurs. Kokkalos l'a ignoré. Il a sorti des plis de sa tunique un coquillage en forme de spirale. Il avait été enfilé sur un lien argenté et bandé comme une énorme perle en sautoir. Minos s'est avancé et a pris le coquillage. Un de tes serviteurs, dis-tu, comment a-t-il enfilé le fil sans briser le coquillage? Crois-le si tu le veux, mais il s'est servi d'une fourmi. Il a attaché un fil de soie à la petite créature et l'a attiré en mettant du miel à l'autre bout de la coquille. Quel homme ingénieux, a dit Minos. Très, c'est le précepteur de mes filles. Elle l'adore. Le regard de Minos s'est durci. À ta place, je l'aurai à l'œil, a-t-il dit. Je voulais prévenir Kokkalos, lui crier. Méfie-toi de ce type, jette-le dans un cachot avec des lions mangeurs d'hommes. Mais le roi roux s'est contenté de glousser. Rien à craindre, Minos. Mes filles sont d'une grande sagesse pour leur âge. Maintenant, pour mon or. Oui, a répondu Minos, mais vois-tu, l'or est destiné à l'homme qui a résolu l'énigme, et il ne peut s'agir que d'un seul homme. Tu recèles Dédale. Kokkalos a remué sur son trône, l'air mal à l'aise. Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est un voleur, a dit Minos. Il a travaillé à ma cour autrefois, Kokkalos. Il a monté ma propre fille contre moi. Il a été un usurpateur à me ridiculiser dans mon propre palais. Puis, il a fui la justice. Ça fait 10 ans que je suis à sa recherche. Je ne savais rien de tout cela, mais j'ai offert ma protection à cet homme. Il s'est montré extrêmement... Je te laisse le choix, a dit Minos. Livre-moi le fuyard, et cet or t'appartient. Sinon, prends le risque de m'avoir pour ennemi, d'avoir la Crète pour ennemi. Kokkalos a blêmi. J'ai trouvé stupide de sa part d'être aussi effrayé dans sa propre salle du trône. Il n'avait qu'à appeler son armée, faire quelque chose. Minos avait seulement 2 gardes pour toute escorte, mais Kokkalos, immobile sur son trône, suait à grosses gouttes. « Père, a dit sa fille aînée, tu ne peux pas... » « Silence, Elia. » Kokkalos tordait sa barbe entre ses doigts. Il a jeté un nouveau coup d'œil au lingot d'or. « Cela me chagrine, Minos. Les dieux n'aiment pas qu'on manque à son devoir d'hospitalité. » Les dieux n'aiment pas non plus qu'on recèle des criminels. Kokkalos a hoché la tête. Très bien, je te livrerai ton homme. Les chaînes aux pieds. Père, s'est à nouveau exclamé Elia. Puis elle s'est maîtrisée pour reprendre d'une voix plus douce. Faisons tout de même honneur à notre visiteur. Après son long voyage, il a sans doute besoin d'un bain chaud, de vêtements propres et d'un repas digne de ce nom. Je serais flattée de faire couler son bain moi-même. Elle a gratifié Minos d'un joli sourire, et le vieux roi a poussé un petit grognement. Je dois avouer qu'un bain ne serait pas de refus, a-t-il dit avant de se tourner vers Kokkalos. Je te verrai donc au dîner, Seigneur Kokkalos.
prisonniers. Par ici, Majesté, a dit à Elia, et les 3 sœurs ont entraîné Minos. Je les ai suivies dans une vaste salle de bain, tapissée de mosaïques. Une épaisse vapeur flottait dans l'air. De l'eau très chaude coulait dans la baignoire par un robinet. Elia et ses sœurs y ont jeté plusieurs poignées de pétales de rose, ainsi qu'un liquide qui devait être du bain moussant antique, car l'eau s'est vite couverte d'une mousse multicolore. Les filles se sont écartées, pendant que Minos se déshabillait pour se glisser dans le bain. Ah, a-t-il soupiré en souriant. Quel bain délicieux! Merci, mes chéris. J'ai fait un long voyage, effectivement. Vous pourchassez votre proie depuis 10 ans, Seigneur, a demandé Elia en battant des cils. Vous devez être très déterminé. Je n'oublie jamais les dettes, a rétorqué Minos. Votre père a fait preuve de sagesse en cédant à mes exigences. Certes, Seigneur, je trouvais qu'Elia y allait un peu fort, mais le vieux roi gobait ses flatteries sans sourciller. Les sœurs d'Elia lui ont versé de l'huile parfumée sur la tête. Vous savez, Seigneur, Dédale s'attendait à votre visite. Il soupçonnait que l'énigme était un piège, mais il n'a pas pu s'empêcher de la résoudre. Minos a grimacé. Dédale vous a parlé de moi? Oui, Seigneur. C'est un homme mauvais, princesse. Ma propre fille est tombée sous son charme. Ne l'écoute pas. C'est un génie, a rétorqué Elia, et il considère que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. C'est le premier précepteur qui nous a instruites comme si nous avions un cerveau. Ta fille a peut-être ressenti la même chose que nous. Minos a essayé de se redresser, mais les sœurs d'Elia l'ont enfoncé dans l'eau. Elia s'est approchée de lui par derrière. 3 minuscules boules au creux de la main. Au début, j'ai cru que c'était des perles de pain, mais quand elle les a jetées dans l'eau, elles ont libéré des fils de bronze qui se sont enroulés autour du roi, ligotant ses chevilles, lui attachant les poignets contre la taille, se refermant sur son cou. J'avais beau détester Minos, c'était horrible à regarder. Il se débattait et criait, mais les filles étaient bien plus fortes que lui. En quelques instants, il s'est trouvé réduit à l'impuissance, plongé dans l'eau jusqu'au menton. Les fils de bronze continuaient de cercler son corps, l'enserrer maintenant comme un cocon. Que voulez-vous? A demandé Minos. Pourquoi faites-vous cela? Elia a souri. Dédale est bon envers nous, Majesté, et je n'ai pas aimé votre façon de menacer notre père. Dites à Dédale que je le hanterai même après ma mort, a grondé Minos. Dites-le lui, s'il y a une justice aux enfers, mon âme le hantera éternellement. Voilà de courageuses paroles, Majesté, a rétorqué Elia. Je vous souhaite bonne chance pour obtenir la justice aux enfers. À peine avait-elle prononcé ces mots que les fils métalliques se sont enroulés autour de la tête du roi Minos, achevant de le transformer en momie de bronze. La porte de la pièce s'est ouverte. Dédale est entré, un sac de voyage à la main. Il avait coupé ses cheveux très courts et sa barbe était blanc-neige. Il avait l'air fragile et vulnérable. D'une main, il a effleuré le front de la momie. Les fils se sont déroulés et écroulés en un tas au fond de la baignoire. Il n'y avait rien à l'intérieur, comme si le roi Minos s'était volatilisé. Une mort indolore, a commenté Dédale d'un ton songeur. Il n'en méritait pas tant. Merci, mes princesses. Elia l'a serré dans ses bras. Tu ne peux pas rester, maître, quand notre père découvrira. Oui, a dit Dédale. J'ai peur de vous avoir attiré des ennuis. Oh, ne t'inquiète pas pour nous. Père se consolera vite en prenant l'or de ce vieux bougre. Et la Crète est bien loin d'ici. Mais père t'accusera de la mort de Minos. C'est pourquoi tu dois fuir et te réfugier en lieu sûr. En lieu sûr, a répété le vieil homme. Voilà des années que je fuis de royaume en royaume à la recherche d'un lieu sûr. Je crains que Minos n'ait dit la vérité. La mort ne l'empêchera pas de me pourchasser. Aucun lieu sous le soleil ne m'accordera l'asile, une fois que la nouvelle de ce crime sera divulguée. Alors où vas-tu aller? A demandé Elia. Quelque part où j'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds. Ma
prison sera mon seul sanctuaire. Je ne comprends pas, a dit Elia. Cela vaut mieux. Et les enfers, a demandé une des autres sœurs. Un jugement terrible t'y attendra. Tous les hommes doivent mourir. Peut-être, a répondu Dédale qui a sorti un rouleau de manuscrits de son sac. Je reconnus celui que j'avais vu dans mes derniers rêves, avec les notes de son neveu. Et peut-être pas. Sur ces mots, il a tapoté l'épaule d'Elia, puis leur a donné sa bénédiction à elle et ses deux sœurs. Il a porté un dernier regard au fil de bronze qui luisait au fond de la baignoire. « Viens me chercher si tu l'oses, roi des fantômes. » Dédale s'est tourné vers les mosaïques et en a touché un élément. Une marque lumineuse est apparue, un delta, et le mur est coulissé. Les princesses ont laissé échapper un « oh » de surprise. « Tu ne nous as jamais parlé de passage secret » s'est exclamé Elia. « Tu as travaillé dans l'ombre. » C'est le labyrinthe qui travaille dans l'ombre, a corrigé Dédale. Ne cherchez pas à me suivre, mes chéris, si vous tenez à votre santé mentale. Mon rêve a mué. Maintenant j'étais dans une pièce souterraine, creusée dans la roche. Luc examinait une carte à la lumière d'une torche électrique, en compagnie d'un autre guerrier sans mêler. Il a poussé un juron. Normalement, c'était au dernier tournant, a-t-il pesté avant de rouler la carte en boule et de la jeter par terre. Chef, a protesté son camarade. Les cartes ne sont d'aucun secours ici, a dit Luc. T'inquiète pas, on va trouver. Chef, c'est vrai que le groupe est plus nombreux. Chef, c'est vrai que plus le groupe est nombreux, plus on risque de se perdre. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu crois que j'envoyais des explorateurs en solitaire au début? Mais t'inquiète pas, je te le dis, dès qu'on aura le fil, on pourra quitter l'avant-garde. Mais comment on va trouver le fil? Luc s'est redressé en faisant craquer ses doigts. Oh, Quintus s'en occupe. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on trouve la reine. Et elle est à un croisement. Impossible de ne pas passer devant. C'est pour ça que nous devons faire la trêve avec son maître. Il faut juste qu'on reste en vie jusqu'à ce que... Chef, a crié une nouvelle voix en provenance du couloir. Un autre gars en armure grecque a déboulé en courant, une torche à la main. Les Dracaïnas ont trouvé un demi-dieu. Qui erre seul dans le labyrinthe? A demandé Luc avec un rictus. Oui, chef, viens vite. Ils sont dans la salle voisine. Elles l'ont coincé. Qui est-ce? Je ne l'avais jamais vu, chef. Luc a hoché la tête. C'est une bénédiction de Chronos. On va peut-être pouvoir utiliser ce sang mêlé. Venez. Ils se sont engouffrés tous les trois dans le couloir, et je me suis réveillée en sursaut. Un sang mêlé qui erre seul dans le labyrinthe. J'ai mis une éternité à me rendormir. Le lendemain matin, je me suis assurée que Kitty O'Leary avait assez de biscuits pour chien en réserve, et j'ai demandé à Beckendorf de s'occuper d'elle, ce qui n'a pas eu l'air de le réjouir outre mesure. Ensuite, j'ai gravi la colline des Sans-Mêlés pour retrouver Annabeth et Argos sur la route. On n'a pas beaucoup bavardé pendant le trajet, Annabeth et moi. Argos ne parlait jamais, sans doute parce qu'il avait des yeux sur tout le corps, y compris, à ce qu'on m'avait dit, sur le bout de la langue, et qu'il n'aimait pas les montrer. Annabeth avait l'air patraque, comme si elle avait encore eu plus de mal à dormir que moi. « T'as fait des cauchemars ?» ai-je fini par lui demander. Elle a secoué la tête. « Non, mais j'ai eu un message Iris de Ridion. Ridion, il est arrivé quelque chose à Nico. Il a quitté le ranch hier soir pour retourner dans le labyrinthe. » Quoi? Ridion n'a pas essayé de l'en empêcher. Nico est parti avant qu'il se réveille. Orthos a remonté sa piste jusqu'au garde-bétail. Ridion dit que pendant quelques jours, il entendait Nico parler tout seul la nuit. C'est maintenant seulement qu'il pense que Nico avait repris contact avec le fantôme, Minos. Il est en danger. Non, tu crois? Minos est un des juges des morts, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une bonne dose de cruauté en lui. Je ne sais pas ce qu'il veut de Nico, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai fait un rêve cette nuit. Et je lui ai raconté que j'avais vu Luc, qu'il avait fait allusion à Quintus, et que ces hommes avaient trouvé un sang mêlé, errant seul dans le labyrinthe. Annabeth a serré les mâchoires. C'est
sourcils. Ben, heureusement que tu as un plan pour nous quitter, hein? C'était samedi, et la circulation s'avérait dense pour rentrer à New York. On est arrivé chez ma mère vers midi. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a serré dans ses bras avec à peine un peu moins de force qu'un chien des enfers qui vous terrasse. Je leur avais bien dit que tu étais sain et sauf, s'est-elle écriée. Mais j'ai entendu à sa voix que ma visite lui ôtait tout le poids du ciel des épaules. Et croyez-moi, je suis plutôt bien placée pour connaître l'effet que ça fait. Elle nous a fait asseoir à la table de la cuisine et a tenu à tout prix à nous donner de ces fameux cookies bleus aux pépites de chocolat pendant qu'on lui racontait où on en était dans notre quête. Comme d'habitude, j'ai essayé d'édulcorer les passages qui faisaient peur, c'est-à-dire pratiquement tout, mais mes tentatives les faisaient paraître encore plus dangereux. Quand je suis arrivée à l'épisode des écuries de Gérillon, ma mère a fait mine de m'étrangler. C'est la croix et la bannière pour lui faire ranger sa chambre à ce garçon, et il nettoie des écuries qui croulent sous des centaines de tonnes de fumier. Pour je ne sais quel monstre. Annabeth a ri. Je ne l'avais pas entendu rire depuis longtemps, et ça faisait du bien. En somme, a dit ma mère, quand j'ai terminé mon récit, tu as démoli l'île d'Alcatraz, provoqué une éruption volcanique au Mont-Sainte-Hélène et fait évacuer 500 000 personnes. Mais tu es sain et sauf. C'est maman tout craché. Ça, toujours voir le côté positif des choses. Ouais, ai-je acquiescé. C'est assez bien résumé. Dommage que Paul ne soit pas là, a-t-elle ajouté, autant pour elle que pour moi. Il voulait te parler. Ah oui, l'école. Il s'était passé tant de choses que j'en avais presque oublié la journée d'orientation à Good. Le fait que j'avais laissé la salle d'orchestre en flammes et que la dernière fois que le copain de ma mère m'avait vue, je me sauvais par la fenêtre, comme un fuyard. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Maman a haussé les épaules. Il sait qu'il y a quelque chose de différent chez toi, Percy. Il n'est pas bête. Il pense que tu n'as rien de malveillant, mais il ne sait pas ce qui se passe, et l'école fait pression sur lui. Rappelle-toi que c'est lui qui t'a fait entrer à Good. Il a besoin de convaincre ses collègues que ce n'est pas toi qui a causé l'incendie. Et, comme tu as pris la fuite, il a du mal. Annabeth me regardait attentivement. Elle avait l'air de compatir. Je savais qu'elle s'était souvent trouvée dans des situations comparables. Le monde des mortels n'est pas facile à négocier pour des sans-mêlés. Je lui parlerai, ai-je promis, dès qu'on aura terminé cette quête. Je lui dirai même la vérité, si tu veux. Maman a mis une main sur mon épaule. Tu ferais ça? Ben, ouais. Mais il va penser qu'on est complètement fou. Il le pense déjà. Alors, rien à perdre. Merci, Percy. Je lui dirai que tu seras à la maison. Elle a froncé les sourcils. Quand? Quelle est la suite de votre programme maintenant? Annabeth a cassé son cookie en deux. Percy a un plan. À contre-cœur, j'ai exposé mon idée à maman. Elle a hoché lentement la tête et dit « Ça paraît très dangereux, mais ça pourrait marcher. Tu as les mêmes capacités, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé. « Tu vois à travers la brume. » Ma mère a soupiré. « Beaucoup moins maintenant. C'était plus facile quand j'étais plus jeune. Mais oui, j'ai toujours pu en voir plus qu'il n'était souhaitable pour moi. C'est une des choses qui ont retenu l'attention de ton père quand on s'est rencontrés. Mais sois prudent. Promets-moi de faire bien attention. » On va essayer, madame, a dit Annabeth. Mais c'est du boulot de maintenir votre fils hors du danger. Sur ces mots, elle a croisé les bras et rivé le regard sur le carrelage de la cuisine. Je me suis mis à tripoter ma serviette en retenant ma langue. Maman a eu l'air intriguée. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous vous êtes disputés? On n'a répondu ni l'un ni l'autre. Je vois, avait maman. Je me suis demandé si sa clairvoyance pouvait percer d'autre chose que la brume. Elle me donnait l'impression de comprendre ce qui se passait entre Annabeth et moi, alors que moi, j'étais complètement dépassée. Enfin, a-t-elle ajouté, n'oubliez pas que Grover et Tyson comptent sur vous deux. Je sais, avons-nous répondu en même temps, Annabeth et moi, ce qui était encore plus gênant. Ma mère a souri. Prends le téléphone de l'entrée, Percy. Bonne chance.
Je suis sortie de la cuisine avec soulagement, même si ce que je m'apprêtais à faire me remplissait d'appréhension. Je suis allée au téléphone et j'ai composé le numéro. Il s'était effacé de ma main depuis longtemps, mais ce n'était pas grave. Sans le vouloir, je l'avais retenu. On s'est donné rendez-vous à Times Square. En arrivant, on a trouvé Rachel Elizabeth Dare devant l'hôtel Marriott Marquis, peinte en doré, de la tête aux pieds. J'entends par là son visage, ses cheveux, ses vêtements, tout, comme si elle avait été touchée par le roi Midas. Elle se tenait figée en statue avec 5 autres jeunes, eux aussi peints dans des couleurs métalliques. Cuivre, bronze, argent, ils avaient pris différentes poses et les touristes passaient avec indifférence ou s'arrêtaient pour regarder. Certains jetaient de l'argent sur la page qu'ils avaient étalée sur le trottoir. Au pied de Rachel, une pancarte annonçait « Art urbain pour les jeunes, merci de vos dons ». Avec Annabeth, on est resté 5 bonnes minutes sur place, à regarder Rachel, mais elle n'a pas donné le moindre signe qu'elle nous avait remarqué. Elle ne bougeait pas d'un cil. Moi, avec mes problèmes de dyslexie et de troubles de l'attention, j'en aurais été incapable. Rester aussi longtemps immobile, ça me ferait péter les plombs. C'était bizarre de voir Rachel tout entourée aussi. On aurait dit la statue d'une actrice célèbre. Un truc de ce genre. Seuls ses yeux étaient d'un vert normal. Faudrait peut-être la pousser, a suggéré Annabeth. J'ai trouvé ça un peu méchant, mais Rachel n'a pas réagi. Au bout de quelques minutes, un garçon en argenté qui faisait une pause devant la station de taxi s'est approché. Il s'est planté juste à côté de Rachel en adoptant une posture de prédicateur, haranguant les foules. Rachel s'est ranimée et elle est redescendue de la bâche. « Salut Percy », a-t-elle dit en souriant. « Parfait timing. On va prendre un café. » On est allé au Java Mousse de la 43e, un drogué branché. Rachel a commandé un expresso extrême, le genre de truc que Grover aurait adoré. Annabeth et moi, on a pris des smoothies aux fruits et on s'est installés tous les trois à une table juste sous l'original empaillé qui sert d'emblème à la chaîne. Personne n'a accordé la moindre attention à Rachel dans sa tenue plaquée or. « Alors, a fait Rachel, c'est Annabelle, c'est ça ?» « Annabeth, a corrigé Annabeth, tu t'habilles toujours en doré. » « D'habitude, non. Là, on collecte de l'argent pour notre groupe. On monte des projets artistiques bénévoles pour les enfants du primaire, parce qu'il y a de moins en moins de budget pour l'art à l'école, vous savez. On fait ça une fois par mois, et les bons week-ends, on récupère dans les 500 $. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu pour parler de ça. Tu es une sans mêlée, toi aussi. Chut, a dit Annabeth en balayant la salle du regard. Annonce-le à la planète tant que tu es. D'accord. Rachel s'est levée et a dit d'une voix vraiment forte. Écoutez-moi tout le monde, ces deux-là ne sont pas humains, ils sont à moitié dieux grecs. Personne n'a daigné tourner la tête. Rachel a haussé les épaules et s'est rassise. Tu vois, a-t-elle dit, ils s'en fichent. C'est pas drôle, mortel, a rétorqué Annabeth. C'est pas un jeu. C'est bon, toutes les deux, calmez-vous, suis-je intervenue. Je suis calme, a dit Rachel. Chaque fois que je te vois, on se fait attaquer par des monstres. Pourquoi voudrais-tu que je stresse? Écoute, je suis désolée pour la salle d'orchestre. J'espère que tu t'es pas fait virer. Non, ils m'ont posé plein de questions sur toi. J'ai fait l'imbécile. Tu as eu du mal, a demandé Annabeth. Arrête maintenant, me suis-je exclamée avant de me tourner vers Rachel. On a un problème, Rachel, et on a besoin de ton aide. Rachel a regardé Annabeth en plissant les yeux. Toi, tu as besoin de mon aide. Annabeth a tourné sa paille dans son smoothie. Oui, a-t-elle reconnu de mauvaise grâce. Ça se pourrait. J'ai parlé à Rachel du labyrinthe en lui expliquant qu'on devait trouver Dédale. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, les rares fois où on y était entré. Vous voulez donc que je vous quitte dans un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, a dit Rachel. Tu vois à travers la brume, ai-je répondu, comme Ariane. Mon pari, c'est que tu reconnaîtras le bon chemin.
Le labyrinthe ne pourra pas te berner aussi facilement que nous. Et si tu te trompes, alors on se perdra. Bon, de toute façon, ce sera dangereux. Très, très dangereux. Je pourrais mourir. Ouais. Je croyais que tu avais dit que les monstres s'intéressaient pas aux mortels. Ton épée, c'est vrai. Le bronze céleste ne blesse pas les mortels. La plupart des monstres te laisseraient tranquille. Mais pas Luc. Pour lui, tout est bon. Mortel, demi-dieu, monstre, il s'en fiche du moment qu'il peut s'en servir. Et il tuera tous ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues. Sympa le gars, a fait Rachel. Il est sous l'emprise d'un titan, a dit Annabeth d'un ton défensif. Il s'est fait manipuler. Rachel nous a regardés tour à tour, Annabeth et moi. D'accord, a-t-elle fini par dire. Je suis partante. J'ai dégluti. J'aurais pas imaginé que ce serait aussi facile de la convaincre. Tu es sûre? Ouais, mon été s'annonçait plutôt ennuyeux. C'est la meilleure proposition qu'on m'ait faite jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que je dois chercher? Il faut trouver une entrée du labyrinthe, a dit Annabeth. Il y en a une à la colonie des Sans-Mêlés. Mais tu ne pourras pas entrer. L'accès est interdit aux mortels. Elle a prononcé mortel, comme si c'était le nom d'une maladie abominable. Mais Rachel n'a pas relevé. D'accord, a-t-elle dit en hochant la tête. À quoi ressemble une entrée du labyrinthe? Ça peut être n'importe quoi. Un bout de mur, un rocher, une porte. Mais il y aura toujours la marque de Dédale, un delta lumineux de couleur bleue. Comme ça. Rachel a tracé le symbole sur le dessus de notre table avec de l'eau. Oui, a acquiescé Annabeth. Tu connais le grec? Non. Rachel a sorti une grosse brosse en plastique bleu de son sac et s'est mise à se coiffer pour retirer la peinture dorée de ses cheveux. Je vais me changer. Vous devriez venir avec moi au Marriott. Pourquoi? A demandé Annabeth. Parce qu'il y a une entrée comme ça au sous-sol de l'hôtel, là où on range nos costumes. Il y a la marque de Dédale.